Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un acteur de l'économie qui nous vient aujourd'hui du Congo-Brazzaville, la zone CEMAC où il tente de mettre en place un écosystème financier et permettre au plus grand nombre d'y accéder. Bonjour Gilles Chamba. Bonjour. Vous êtes le président directeur général du groupe Larcher, un groupe d'investissement et d'accompagnement créé à l'initiative d'experts financiers, des anciens banquiers, notamment de la zone CEMAC. Vous allez nous expliquer vos objectifs dans cette région où la mobilisation des ressources financières et donc la réalisation de projets est parfois encore une difficulté. Et pour cela, je suis accompagné de Julien Clémenceau, le chef du service économie de RFI, qui vous pose la première question. Bonjour Gilles Chamba. Bonjour. Alors tout d'abord, avant de commencer, quelques mots de votre histoire personnelle. Vous êtes né à Brazzaville, où vous avez aujourd'hui vos bureaux. Vous avez fait vos études au Congo et vous avez rejoint ensuite la filiale d'Ecobank, la filiale locale d'Ecobank, oui, puis celle de UBA, United Bank for Africa, du milliardaire nigérian Tony Elumelu. Et puis, en 2021, vous avez choisi de voler de vos propres ailes en créant le groupe Larcher. La banque traditionnelle, ça ne vous convenait pas? C'est pas que la banque traditionnelle ne nous convenait pas. C'est toujours un créneau important en termes de financement du développement en Afrique. Ce qui a motivé vraiment la création du groupe Larcher, c'est ce désir de participer à bâtir des économies africaines fortes. Et cette responsabilité de bâtir des économies africaines fortes, on ne peut pas la confier à des acteurs extérieurs. C'est notre responsabilité, nous, en local, de pouvoir prendre en main le développement de notre sous-région. Et je vais un tout petit peu expliquer comment est-ce qu'on a constitué nos équipes. On a recherché des gens qui ont la passion de l'Afrique et de la finance. Et comme on a rassemblé des passionnés de l'Afrique, et avec ces passionnés de l'Afrique, on a fait le seul métier qu'on sait faire. C'est le financement et l'investissement. Et donc, avec le parcours de banquier qui est le nôtre, nous avons mis au service de la sous-région l'expertise, l'expérience, le réseau que nous avions. Vous êtes né pendant le Covid, en 2021. Oui. Est-ce que c'était vraiment le bon moment pour se lancer dans cette activité-là ? Oui, parce qu'il y avait tout était perturbé. Oui, il y avait une opportunité. Les États recevaient de moins en moins d'inflows et malgré ça, de rentrée financière. De rentrée financière, mais il y avait toujours ces besoins de fonctionnement qui étaient présents, ces besoins de fonctionnement et d'investissement. Et donc, pour nous, ça a été une opportunité de mettre notre expertise au service des États de la sous-région. C'est-à-dire que les banques de la place ne répondaient pas aux besoins des États, de la BDEAC? Les banques, je dirais oui et non. Oui, les banques jouent toujours leur rôle, mais on a besoin d'une expertise un peu particulière. Nous, c'est ce qui nous différencie. On ne finance pas, on ne fait pas d'intermédiation de bilan, on fait une intermédiation de marché. Parce qu'on va rechercher celui qui a les moyens de financement et on oriente ces flux de trésorerie vers ceux qui ont des besoins. Les banques, quand elles font des investissements, elles le font en leur propre nom. Et donc, elles ont des limites, elles ont des ratios qu'elles doivent respecter. Et lorsque ces ratios sont atteints, leur capacité de financement est limitée. Donc, vous diriez que c'est une vision à plus court terme chez les banques ? Je dirais que au fait, les banques, elles sont limitées là où nous avons tous les moyens possibles parce que c'est pas notre argent. Nous orientons du flux de ceux qui en ont au maximum vers ceux qui en ont besoin. Votre travail, c'est de convaincre des investisseurs que votre client, un État, une institution, est un bon placement. C'est exactement ce que nous faisons. Alors aujourd'hui, avec vos équipes, vous proposez aussi des services financiers pour des investisseurs individuels. Mobiliser l'épargne au niveau local, c'est aussi ça le secret du développement de l'économie ? D'être capable de l'utiliser pour développer des entreprises, développer des projets ambitieux? Oui, c'est justement ça. Au fait, ce qu'on veut promouvoir, c'est l'investissement citoyen.
c'est de faire en sorte que chaque acteur congolais, chaque particulier, chaque individu, lui, par l'optimisation de sa trésorerie, participe à la construction d'une économie forte chez lui. Au fait, c'est de responsabiliser chacun de nous plutôt que de crier tous les jours que ça ne va pas. C'est de créer un écosystème où chacun de nous va apporter une pierre à l'édifice. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que vous êtes là. Qu'est-ce que vous représentez sur le marché financier régional en volume? Et quelle a été votre progression sur les 3 premières années? On est incontestablement leader dans le financement de l'économie. On est incontestablement un des piliers du financement de l'économie actuellement. Ce qu'on représente, c'est environ, c'est plus de 2000 milliards aujourd'hui, ce qui représente un peu plus de 3 milliards d'euros. Et 3 milliards d'euros faits en 3 ans par une institution de notre taille. On est une institution jeune. C'est du ressort de l'exploit. Combien de salariés pour l'Archet ? Aujourd'hui, on a dépassé la barre des 80 salariés et on sera 200 en fin d'année prochaine. Est-ce que vous êtes ouvert à l'entrée d'investisseurs, d'autres investisseurs dans votre capital à vous, pour grandir un peu plus? On n'est pas fermé, mais on suit un processus bien établi parce que on s'est donné pour objectif sur les 5 premières années d'utiliser tous les revenus engrangés au financement du développement de notre institution, pour lui donner une capacité opérationnelle plus forte. Vous parlez d'une progression à l'échelle de votre entreprise, mais est-ce que plus globalement dans la région, vous constatez réellement une hausse des levées de fonds dans l'espace CEMAC, avec un système financier qui reste quand même dominé par les banques commerciales? Voilà. Est-ce que les marchés sont vraiment beaucoup plus dynamiques là depuis quelques années? Il y a de plus en plus d'intérêt pour les investisseurs qui n'étaient pas habitués au marché à participer aux opérations de levée de fonds en faveur des organisations type B2AC, type gouvernement, type État plutôt, ou collectivité locale. Il y a beaucoup d'engouement et le travail qui a été le nôtre pendant la période Covid, c'était justement de rendre attractif ce type d'investissement pour... Qui sont les nouveaux acteurs, les nouvelles organisations intéressées par ces levées de fonds? Est-ce qu'il y a de nouveaux types d'investisseurs? Bon, avant, le réseau d'investisseurs était constitué par un nombre très limité de banques. Ce qu'on a fait, c'est d'abord d'étendre le nombre de banques qui participent. On a associé les caisses de pension et les compagnies d'assurance qui ont rejoint le mouvement, et certains corporates qui ont des proportions assez importantes d'investissement. Les corporates qui brassent traditionnellement énormément de liquidités, sont intéressés à venir optimiser leur trésorerie. Alors comment jugez-vous aujourd'hui l'environnement des affaires au Congo et plus largement en Afrique centrale? Est-ce que ça demeure un frein pour les investissements? Est-ce que ça demeure un frein? Je vais plutôt voir ça comme une situation qui est en train d'évoluer. Je vais prendre le cas du Congo-Brazzaville. Je pense qu'au Congo-Brazzaville, on est en train de voir un environnement des affaires qui est en train de progresser favorablement pour toutes les entreprises, et la nôtre, par exemple. Je pense qu'il y a 10 ans, personne n'aurait imaginé qu'une entreprise, une entité créée par 3 individus pourrait avoir l'impact que nous avons. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui ont été mis en place heureusement par les équipes
gouvernementales actuelles qui ont travaillé à la suppression de certains prélèvements. La loi de finances 2023, par exemple, a supprimé 14 prélèvements, renforcé, amélioré la fiscalité pour toutes les entreprises qui travaillent dans le secteur de l'agriculture, par exemple, mettre en place un outil comme le FIGA qui a procédé il n'y a pas très longtemps à l'augmentation de son capital pour augmenter sa capacité à soutenir la PME. Oui. Et vous savez à quel point la PME est une pièce importante dans le soutien à l'économie, dans la vie de l'économie congolaise. Quand on parle de l'environnement des affaires dans l'ensemble de la région, il y a certes les questions de fiscalité, mais l'environnement des affaires, c'est aussi la capacité à se déplacer, à déplacer des marchandises, c'est aussi lutter efficacement contre la corruption, qui, on le sait, est un phénomène qui perdure. Je dirais pas que tout est au beau fixe. Par exemple, quand on regarde la question des voies de communication, par exemple, c'est une question sur laquelle aujourd'hui on travaille. Mais heureusement qu'il y a des projets. Azobé, par exemple, le projet piloté par la B2AC, a pour intérêt de renforcer l'intégration régionale. Donc c'est vraiment pour... Ce qui est important, c'est pas de regarder où on est, mais toutes les choses qu'on est en train de faire pour que on sorte. On reconnaît l'entrepreneur. Oui, mais justement, il faut regarder. L'Afrique a besoin d'optimisme, en fait. C'est quelque chose qui manque. Et notre institution, pourquoi je me sens légitime pour en parler? Parce que j'ai tenu le même discours avant qu'on ne lance l'Archer. Personne ne nous a écoutés, mais aujourd'hui, on est un acteur majeur. La confiance des investisseurs, la réduction du risque ou du sentiment du risque, parce que c'est aussi ça qui intervient. Est-ce que ça peut être favorisé par les nouvelles technologies? L'intelligence artificielle, par exemple, pour lutter contre les fraudes, pour assurer davantage de transparence. On parlait de lutte contre la corruption, par exemple. Je pense que c'est Bill Gates qui a dit, après, il peut peut-être se tromper, que c'est la plus grande révolution après la révolution Internet. Il a même, je pense, dit que ce serait plus que la révolution Internet, l'intelligence artificielle. Oui, je pense, je crois, peut-être avec encore le regard de l'entrepreneur, mais je pense que l'intelligence artificielle, c'est incontestablement un outil qui va changer les choses et on a tort d'être hésitant dans la formation des jeunes dans ces domaines-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même en finance, dans la détection des opportunités d'investissement, dans quel secteur il faut orienter les investissements, l'intelligence artificielle est un outil suffisamment adapté pour pouvoir orienter les choix des investissements. Mais même dans le conseil, en première ligne, parce que aujourd'hui, le conseil, on peut le faire, un individu, une personne physique peut conseiller dans une journée jusqu'à 20 personnes, grand max. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à conseiller 500, 1000, 2000 personnes, 1 million de personnes en une seule journée? Aujourd'hui, on peut mettre l'intelligence artificielle en première ligne pour que les conseillers personnes physiques ne prennent que certaines catégories de requêtes, au fait. Ça, l'intelligence artificielle est capable de faire gagner à la fois en temps, en énergie et en moyens financiers. Il y a même la question des robots traders. Pour nous, aujourd'hui, on est encore à un niveau d'activité sur les marchés qui est encore faible, mais je crois comprendre que dans les 10 années qui vont venir, on va avoir un niveau intense d'activité. Mais c'est maintenant qu'il faut préparer les choses pour accompagner l'intermédiation financière. Gilles Chamba, le PDG du groupe L'Archer, est notre invité sur Radio France Internationale. Une nouvelle question de Julien Clémenceau, justement, sur les marchés financiers. Oui, vous parliez des marchés. En Afrique centrale, c'est relativement peu dynamique. Là, on a une annonce assez forte. Le groupe bancaire gabonais BGFI qui va se lancer l'année prochaine en bourse sur la BVMAC. Je pense que c'est une annonce qui est dans l'intérêt même des marchés.
et dans l'intérêt des acteurs comme les nôtres qui faisons la promotion de l'investissement sur les marchés financiers. Parce que c'est un acteur majeur, c'est une très bonne nouvelle pour nous, c'est un acteur majeur et ça va être sujet à discussion avec la communauté d'investisseurs que nous rencontrons tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore 6 valeurs avec une faible capitalisation boursière qui n'atteint même pas encore les 500 milliards. Aujourd'hui, avec l'entrée de BGFI sur le marché, on aura une dynamique qui va se lancer. Mais il faut aussi compter les efforts que les États vont fournir. Parce que les États ont sélectionné des champions qui vont emmener, pour lesquels on va faire des introductions en bourse à partir de 2025. Notre souhait, c'est de faire en sorte que ce soit un succès pour donner un portefeuille ou un éventail un peu plus grand de valeurs à la communauté d'investisseurs. Alors, Gilles Chamba, il y a les banques classiques, les banques commerciales, et puis il y a les banques de développement. Vous avez lancé une opération, participé à une opération de mobilisation de fonds de 50 milliards de francs CFA au profit de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDAC. L'appui des banques de développement à l'économie dans cette région, c'est encore et plus que jamais quelque chose d'indispensable selon vous? C'est incontestablement indispensable. Pourquoi? Parce qu'on a on a plus besoin de capitaux lents que de capitaux courts. Ce qu'on veut financer prioritairement, c'est l'investissement. Quand on a parlé d'intégration régionale, Julien l'a dit tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est Julien qui l'a dit ou c'est... mais sinon, on parle des voies de communication à créer. Le temps que ça m'a pris, moi j'ai déjà fait Brazzaville-Libreville. Brazzaville-Libreville, je l'ai fait en 2 jours. 2 jours dans quelles conditions? Mais je prends la dernière localité du Congo, Ngongo ça s'appelle, est séparée de 47 km de la première grande localité au Gabon. De 47 km, je l'ai fait en 4 heures environ. 47 km en 4 heures. C'est l'état des voies. Ça pose problème. Mais il faut du financement lent pour pouvoir justement soutenir cette intégration régionale. Donc, d'où l'importance, l'intérêt d'avoir des banques de développement suffisamment fortes. Et d'où l'intérêt pour nous de participer à ces opérations de la BDAC qui fait un travail formidable. Mais il faudrait que les institutions comme les nôtres accompagnent cet élan de la BDAC pour lui donner une capacité de collecte de la ressource plus grande. Vous avez commencé votre carrière comme enseignant et l'éducation est un domaine extrêmement important pour vous. Votre fondation Angelus appuie d'ailleurs financièrement des étudiants au Congo, organise des opérations de sensibilisation sur la santé, par exemple. L'idée, c'est d'améliorer l'image de la finance ? L'idée, c'est déjà d'investir dans le capital humain. Aujourd'hui, on a un challenge, un vrai challenge, qui est celui du capital humain. On a une population jeune, on a l'une des populations, ou peut-être la population la plus jeune, mais on a la population qui est la moins outillée en termes de compétences dans des domaines spécifiques. Avec le projet Okalobé, c'est beaucoup plus du domaine du numérique parce qu'on finance l'IA, le cloud, la cybersécurité et autres. Mais il y a pas mal de domaines où des expertises sont demandées. Il y a de plus en plus les États-Unis, par exemple, de plus en plus sont en train de sortir de la Chine parce que, bon, ça a été c'est perçu comme un piège dans lequel ils se sont retrouvés. Mais vous n'allez entendre aucune des grandes puissances qui est en train de sortir vous dire que ils vont s'orienter vers l'Afrique parce qu'ils vont aller rechercher de la main-d'œuvre. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre, elle n'est pas encore qualifiée, au fait, au niveau des besoins de ces structures. Et donc, le challenge aujourd'hui, c'est d'orienter les financements dans les secteurs, dans le développement du capital humain. Parce que c'est l'humain qui va être l'acteur majeur du développement et de la croissance qu'on est en train de rechercher. Que le retard pris par les États dans ce domaine, c'est pas leur plus grosse faillite? Ne pas avoir su former la jeunesse africaine, ne serait-ce que former des plombiers, des soudeurs, des mécaniciens. Bon,
je vais vous dire une chose, en forme, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on forme en quantité suffisante? C'est ça la bonne question. Mais après, le retard qui a été pris, c'est bon. Qu'est-ce qui est en train d'être fait aujourd'hui? Toujours l'entrepreneur, devant. Regardons vers l'avenir. C'est la chose qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, on a un avenir merveilleux à construire. On a une opportunité que nos anciens n'ont pas eue. C'est qu'aujourd'hui, les cartes sont en train d'être rejouées dans tous les domaines dans le monde. Les cartes sont en train d'être rejouées. Les éléments qui étaient les facteurs clés de succès hier ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Je discutais avec un ami il n'y a pas très longtemps, quand on parlait d'intelligence artificielle et autres. Mais aujourd'hui, c'est gratuit pour tout le monde. C'est pour tout le monde que c'est gratuit. Dans 5 ans, peut-être que ça va commencer à devenir payant et qu'on n'aura plus les mêmes accès. Mais aujourd'hui, on bénéficie d'une chose, c'est que tout le monde est en train de tester la chose. Et Vous parlez des outils d'intelligence artificielle. C'est le moment où tout le monde est en train d'apprendre. C'est le moment pour nous d'apprendre. Tout le monde est sur la même ligne de départ. On est sur la même ligne de départ. On a eu une opportunité comme personne n'a jamais eu cette opportunité en Afrique, au fait. Et aujourd'hui, on a la possibilité d'être sur la même ligne de départ que les autres. Et c'est à nous de pouvoir faire les efforts qu'il faut. Puisque vous parlez de cette jeunesse congolaise, est-ce que vous voyez émerger une génération d'entrepreneurs autour de vous? Vous en avez déjà parlé au début de l'émission. Et la question sous-jacente, c'est est-ce que vous voyez l'économie de votre pays, le Congo-Brazzaville, s'émanciper de la dépendance au pétrole, qui est la ressource historique principale? C'est le gros challenge que nous avons aujourd'hui. C'est celui de créer un écosystème d'entrepreneurs. Il y en a de plus en plus qui sont en train d'émerger, parce que le groupe Larcher n'est pas la seule entité au Congo qui émerge. Il y en a qui sont en train d'émerger, qui font du travail formidable dans plusieurs domaines, dans les domaines qui sont liés à la livraison, dans les domaines qui sont dans le juridique. Même il y a des talents qui sont en train d'émerger en ce moment. Notre challenge à nous, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas des cas isolés. Quand je dis notre challenge à nous, c'est pas le challenge de Larcher, c'est le challenge de cette communauté d'entrepreneurs qui émergent. C'est leur responsabilité, c'est notre responsabilité de créer un écosystème où il va y avoir de plus en plus d'entrepreneurs qui émergent. Dans des secteurs où les bénéfices différents ne vont pas revenir à des grandes multinationales, comme dans le pétrole. C'est pour ça que je posais la question. Mais bien évidemment. Et nous, Larcher, on joue un rôle encore plus grand sur cette question-là. Pourquoi? Parce que nous avons comme métier, activité principale, de créer des passerelles entre ceux qui ont la capacité de financement et ceux qui ont les besoins. Et c'est à nous d'orienter le flux financier vers les secteurs qui ont l'impact, vers les secteurs qui ont pas seulement l'impact financier en termes de rentabilité, mais qui ont aussi l'effet d'entraînement. Est-ce que vous voyez cette prise de conscience chez les riches Congolais? Parce que quand on a l'argent, c'est très facile d'aller le placer à Paris, à Genève, à Londres. Il y a une stabilité, il y a des rendements, on peut faire de l'immobilier. C'est plus difficile d'aller investir dans une PME qui a des difficultés à montrer des comptes, à montrer un business plan, etc. Est-ce que, néanmoins, cette prise de conscience de « j'ai ma responsabilité dans le développement de mon pays et dans le développement de cette génération d'entrepreneurs », elle existe? Je vous ai parlé tout à l'heure de notre... du nombre du personnel de Larcher. J'ai dit, en 88, on va passer à plus de 200 d'ici la fin de l'année prochaine. Parce qu'on est embarqué dans un projet qu'on appelle Transformation qui nous permet de diversifier, au fait, notre offre sur le marché, sur la place de l'Afrique centrale. Mais, au fait, on a la chance que le régulateur COSUMAF a travaillé à créer un cadre qui va permettre l'émergence des fonds d'investissement alternatifs, du type fonds d'investissement dans les placements immobiliers, du type
titrisation et du type capital investissement. C'est notre responsabilité, justement, parce qu'aujourd'hui, on est en train de travailler. Nous, on préfère être du côté des acteurs du financement de l'économie. Parce que ce qu'on retrouve de plus en plus, c'est des gens qui sont là, qui parlent des problèmes que nous avons. Nous, on a pris la résolution d'être la solution, en fait. Et donc, ce projet que nous avons, qu'on appelle transformation, c'est de transformer notre manière de servir la communauté d'investisseurs et d'entrepreneurs. On a pris l'engagement d'aller dans l'immobilier, d'aller dans le capital investissement. Pourquoi est-ce qu'il faut aller dans le capital investissement? Parce qu'il y a les très petits projets qui, comme les nôtres, parce que nous, on est un projet qui est né avec 10 millions de francs CFA, 15 000 euros. Et aujourd'hui, c'est un capital qui a dépassé le milliard de francs CFA. Mais des petits projets qui ont aussi besoin des gros portefeuilles. Sinon, ça ne fonctionne pas. En fait, ces petits projets, il faut arriver à orienter du flux vers ces petits projets, mais il faut donc aller trouver les investisseurs. Et ce sont ces gros portefeuilles. Les gros portefeuilles, il y en a dans tous les pays du monde. Seulement, les nôtres, ceux qui sont dans la région CEMAC, on veut faire de l'individu à forte capacité de financement, on veut faire de lui un individu qui fait de l'investissement citoyen. Voilà. Gilles Tchamba, vous êtes congolais, on arrive au terme de cet entretien. C'est un projet dont on parle périodiquement depuis plusieurs décennies, mais on annonce maintenant enfin le début des travaux, un pont entre Kinshasa, le poumon économique de la République démocratique du Congo, et Brazzaville, où sont situés vos bureaux, les deux capitales les plus proches du monde. Vous avez même, je crois, vos bureaux qui donnent sur le fleuve. Est-ce que ce projet fait rêver l'entrepreneur que vous êtes? Oui, parce que c'est de l'opportunité qu'il y a. C'est de l'opportunité pour les deux pays. Et c'est aussi de l'opportunité pour la sous-région. Le Congo a longtemps été considéré, jusqu'aujourd'hui, comme un pays de transit. Et donc, pour la RDC, je pense qu'il y a une plus grosse capacité à pouvoir assurer le fonctionnement de son activité commerciale. Parce que ça va relancer les transactions commerciales entre les deux pays, mais ça va aussi améliorer les conditions d'importation au niveau de la RDC. Parce qu'on a le port de Pointe-Noire, qui est un port qui est plus grand, plus profond, et qui a une plus grande capacité de réception. Et donc, aujourd'hui, c'est cette force de frappe qui va, par le pont, être mise à la disposition de la RDC. C'est le pont, derrière, c'est le rail qui peut être amélioré. Exactement. Et ce projet, il est bénéfique pour les deux États, parce que tout à l'heure, on est en train de parler d'intégration régionale, mais c'est encore un autre axe de renforcement de cette... Vous êtes confiant sur le démarrage des travaux? Pensez que ce coup-ci, on va y aller? Je suis confiant parce que c'est dans l'intérêt de tous les acteurs. C'est dans l'intérêt de tous les acteurs. Ce ne serait pas intelligent de notre part de ne pas travailler à la réalisation de ce projet. Donc vous allez y participer? En tout cas, vous faites partie des discussions? Non, nous ne faisons pas partie des discussions. On aurait bien aimé faire partie des discussions, mais nous ne faisons pas partie des discussions. Mais nous sommes des passionnés de l'Afrique. Et tout ce qui contribue à donner à l'Afrique la garantie que demain, elle va être perçue différemment, ça nous intéresse. Au fait, tout ce qu'on fait, on le fait pour que dans 10 ans ou dans 20 ans, Julien, que les autres continents nous regardent et se posent la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il faudrait que les gens soient étonnés, surpris, au fait. C'est ça qui nous fait nous lever tous les jours. Et je me souviens, au Choiseul, je disais que même dans la constitution de nos équipes, nous avons choisi principalement des gars qui sont passionnés. Je suis pas au Congo, ça fait 2 semaines en ce moment, mais le niveau d'engagement n'a pas baissé. Les gars ne taffent pas parce que je suis là ou je ne suis pas là. Ils taffent parce qu'ils ont intérêt à voir leur sous-région être transformée et ils ont le challenge d'être comptés, au fait. C'est ce désir d'avenir et d'éternité, comme j'aime bien le dire. Ils veulent rentrer dans l'histoire. Merci à vous, Gilles Tchamba.
Merci. Merci d'avoir été notre invité, le président du groupe Larcher. Merci Julien. Merci Bruno. Retrouvez nos entretiens avec les acteurs importants de l'économie africaine sur la chaîne YouTube de RFI, rubrique Les invités de l'économie.